Mon patron ne savait pas que je possédais 85% de l'entreprise. Votre poste est supprimé, la sécurité va vous raccompagner à la sortie, dit-il sans lever les yeux de son téléphone. Je signai les papiers calmement et dis, je veux faire ça correctement. Combien la prochaine réunion du conseil d'administration serait dramatique. La sécurité m'a raccompagné à 14h47, un mardi. Après 8 ans passés dans cette entreprise, après tout ce que ma famille avait construit, j'étais escorté. Comme un criminel parce qu'un PDG arriviste pensait que j'étais un poids mort. Bradley Hutchinson n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Je suis Nathan Ashford, 52 ans, et on pourrait dire que je jouais une très longue partie. Voyez-vous, pendant que Bradley paradait à Ashford Manufacturing Corp., pensant qu'il dirigeait l'endroit, j'en possédais en fait 85% par le biais d'un trust familial dont personne ne connaissait l'existence. L'ironie ne m'échappa pas. Quand l'agent de sécurité Danny Reynolds, un homme que je connaissais depuis 12 ans, me suivit maladroitement jusqu'à ma voiture. « Désolé pour ça, monsieur Ashford, murmura Danny. Ça ne me semble pas juste. Ne vous inquiétez pas, Danny. Vous faites juste votre travail. Mais je n'étais pas vraiment d'accord. J'étais furieux. Laissez-moi revenir en arrière. Lorsque mon père a démissionné de son poste de PDG il y a 8 mois, le conseil d'administration a embauché Bradley de l'extérieur de l'entreprise. Une nouvelle perspective, ont-ils dit. Une nouvelle sera que la Gorge Énergie. J'ai d'abord soutenu cette décision. Peut-être étais-je trop impliqué pour voir ce qui devait changer. Mon Dieu! Comme j'avais tort. Bradley est arrivé comme une tornade. La première semaine. Il a déplacé mon bureau de l'étage exécutif vers le 8e. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour le personnel clé. J'ai mordu ma langue. La deuxième semaine, il a réduit mon budget de consultant de 40% sans explication. La troisième semaine, il a commencé à licencier des gens qui étaient avec nous depuis des décennies. Cela aurait dû être mon signal d'alarme. Voyez-vous, Ashford Manufacturing n'est pas n'importe quelle entreprise. Nous sommes une entreprise familiale depuis que mon grand-père l'a fondée en 1963. Il a commencé avec 6 employés fabriquant des pièces d'équipement industriel dans un entrepôt loué du côté sud de Chicago. Aujourd'hui, nous générons 850 millions de dollars par an avec 2800 employés répartis sur 4 sites. Le secret de notre structure de propriété remonte à la paranoïa de mon grand-père concernant les prises de contrôle hostiles dans les années 1980. Il a mis en place cet arrangement de trust complexe qui maintient la majorité de la propriété complètement privée. Pour autant que quiconque sache, y compris Bradley, le conseil d'administration, même la plupart de nos dirigeants, je ne suis que Nathan Ashford, consultant senior en opération. Seules 4 personnes connaissaient la vérité. Mon père, notre avocat de famille James Morrison, notre directrice financière Patricia Wells, et moi. C'est tout. Les documents du trust sont tellement bien cachés que même notre conseil d'administration n'avait aucune idée de la véritable structure de propriété. J'aurais pu imposer mon autorité dès le premier jour, quand Bradley a commencé à faire des changements que je n'aimais pas, mais je voulais voir quel genre de leader il était vraiment. Respecterait-il ce que nous avions construit? Se soucierait-il de nos employés? La réponse est devenue limpide au cours de ces 8 mois. Le premier rapport trimestriel de Bradley fut un désastre. Les revenus étaient en baisse de 8% malgré une forte position sur le marché. Il a blâmé les conditions du marché et les inefficacités héritées, mais je savais mieux. Nos réserves de trésorerie étaient en fait solides. Environ 125 millions de dollars de fonds de roulement, ce qui était solide pour une entreprise de notre taille. Le déclin des revenus n'était pas lié aux conditions du marché. Il était lié aux décisions de Bradley. Il a externalisé notre service
Client vers un centre d'appel à Phoenix pour économiser 2,3 millions de dollars par an. Cela semble intelligent sur le papier, n'est-ce pas? Faux. Nos scores de satisfaction client ont chuté de 23% en 6 mois. Nous avons perdu 3 clients majeurs qui étaient avec nous depuis plus de 15 ans. Ils ont cité une mauvaise communication et un manque de réactivité. Puis il a annulé notre pique-nique annuel des employés. Une tradition que nous maintenions depuis 35 ans parce que c'était une dépense non essentielle. Le pique-nique nous coûtait 45 000 $ par an. Pour une entreprise avec 850 millions de dollars de revenus, c'est comme sauter le déjeuner pour économiser de l'argent. Mais le pire, c'était de voir ce que cela faisait au moral. Les enquêtes de satisfaction des employés, que nous menons 2 fois par an, ont montré une baisse de 35%. Les gens étaient effrayés, en colère, confus. Ce n'était pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul. C'étaient des familles qui dépendaient d'eux. Nous pour leur gagne-pain. J'ai essayé d'en parler à Bradley. À 3 reprises différentes, j'ai demandé des réunions pour discuter de l'orientation de l'entreprise. Chaque fois, il m'a repoussé avec des discours corporatifs sur le fait de rester à sa place et de faire confiance au processus. Le coup de grâce est arrivé mardi dernier matin. J'étais dans mon bureau, en train de passer en revue les rapports de fidélisation de la clientèle, lorsque l'assistante de Bradley, Jennifer Walsh, a frappé à ma porte. Elle avait l'air mal à l'aise, ce qui aurait dû être mon premier indice. Monsieur Ashford. Monsieur Hutchinson veut vous voir dans la salle de conférence B. La salle de conférence B était la petite, celle qu'ils utilisent pour les réunions disciplinaires. J'entrai et trouvai Bradley assis en bout de table avec le directeur des ressources humaines, Thomas Gray. Thomas avait une chemise cartonnée devant lui, ce qui n'était jamais bon signe. Bradley ne leva même pas les yeux de son téléphone. Nathan, nous allons devoir vous laisser partir. Juste comme ça? Sans préparation? Sans explication? Sans reconnaissance de mes 8 ans passés dans l'entreprise, ni des 60 ans d'histoire de ma famille ici? Je suis désolé, dis-je, en m'asseyant lentement. Votre poste est supprimé. Dans le cadre de notre initiative de restructuration. Le conseil d'administration a approuvé une réduction de 15% du personnel de conseil, et votre rôle a été jugé redondant. Thomas fit glisser la chemise sur la table. Votre indemnité de départ est assez généreuse. 12 semaines de salaire, plus la prolongation des avantages sociaux jusqu'à la fin de l'année. J'ouvris la chemise et fis semblant de lire les documents de licenciement. C'est effectif. Immédiatement? Oui, dit Bradley, posant enfin son téléphone. La sécurité vous raccompagnera à la sortie. Procédure standard pour tous les employés. Partant. C'est là que ça m'a frappé. Après tout, après que mon grand-père ait construit cette entreprise à partir de rien, après que mon père l'ait transformée en une puissance régionale, après 8 ans de ma propre sueur et de mon dévouement, j'étais escorté comme une sorte de risque pour la sécurité. Mais voici la chose à propos de jouer une longue partie. On apprend la patience. On apprend à attendre le bon moment. J'ai signé les papiers sans discuter. J'ai serré la main de Thomas. Je suis sorti avec Danny derrière moi. Nous faisions tous les deux semblant que c'était normal. Dès que je suis arrivé à ma voiture, j'ai appelé James Morrison. Ils vous ont viré? James n'en revenait pas. Pour quel motif? Suppression de poste. Bradley fait le ménage. Nathan, vous savez que vous pouvez mettre fin à cela quand vous voulez. Je sais, mais je veux faire les choses correctement. Convoquez une réunion d'urgence du conseil d'administration pour cet après-midi. Dites-leur que l'actionnaire majoritaire invoque la clause 47B. Il y eut un silence. L'option nucléaire? L'option
Nucléaire. La clause 47B était le chef-d'œuvre de paranoïa corporative de mon grand-père. Cachée profondément dans notre charte d'entreprise, elle permet à l'actionnaire majoritaire de convoquer une réunion immédiate du conseil d'administration et de prendre le contrôle direct s'il estime que la direction agit contre les intérêts des actionnaires et des employés. Personne ne l'avait jamais utilisé. Diable! La plupart des gens ne savaient même pas qu'elle existait. James a programmé la réunion d'urgence pour 15 heures. Exactement 3h13 après que Bradley m'ait renvoyé. J'ai passé ce temps à préparer une présentation, mais pas sur mon licenciement. Ce n'était que le catalyseur. Il s'agissait de 8 mois. Regardez Bradley détruire systématiquement tout ce que nous avions construit. Les chiffres racontaient toute l'histoire. Revenus en baisse de 8%, passant de 850 millions de dollars à 782 millions de dollars d'une année sur l'autre. La satisfaction des employés a chuté de 35% en 8 mois. La fidélisation de la clientèle a perdu 3 comptes majeurs d'une valeur combinée de 47 millions de dollars. Les évaluations du service client ont baissé de 23% depuis. L'externalisation. Les coûts d'exploitation ont en fait augmenté de 12% malgré toutes les mesures d'efficacité. Mais voici ce qui m'a vraiment frappé. Nos marges bénéficiaires ont baissé de 15% même avec les licenciements. Bradley avait coupé le muscle, pas la graisse. Il avait licencié des personnes expérimentées gagnant 65 000 dollars par an et embauché des remplaçants inexpérimentés à 45 000 dollars, pensant qu'il économisait de l'argent. Au lieu de cela, la productivité a chuté, les taux d'erreur ont augmenté, et nous dépensions plus en formation et en heures supplémentaires que nous n'économisions sur les salaires. À 14h50, je suis retourné dans le bâtiment d'Ashford Manufacturing. Carlos Martinez, notre agent de sécurité à l'accueil, m'a regardé 2 fois. M. Ashford? Je pensais que vous aviez. Je veux dire, j'ai entendu. Réunion d'urgence du conseil d'administration, Carlos. Je suis attendu. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 20e étage. À travers les portes vitrées de notre salle de conférence principale, je pouvais voir les 7 membres du conseil d'administration. Patricia Wells, directrice financière, Thomas Gray, RH, Linda Foster, opération, Richard Sterling, marketing, Margaret Hunt, juridique, Paul Anderson, finance, et bien sûr, Bradley. James était déjà là avec une pile de documents juridiques qui semblaient avoir environ 3 pouces d'épaisseur. Je suis entré à exactement 15 heures. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté cette réunion dans un délai aussi court. Bradley avait l'air agacé. Nathan, je ne suis pas sûr du coup que vous essayez de monter ici, mais vous ne travaillez plus pour cette entreprise. La sécurité aurait dû vous escorter à la sortie. En fait, Bradley, c'est exactement ce dont nous devons discuter. James s'avança. Si je peux me permettre, je dois lire quelque chose pour le procès-verbal. Il ouvrit le document du dessus. À cette date, Nathan William Ashford, agissant en tant qu'actionnaire majoritaire d'Ashford Manufacturing Corporation, invoque la clause 47B de la charte de l'entreprise. J'ai observé le visage de Bradley tandis que James lisait le texte juridique. Confusion. D'abord, comme s'il essayait de comprendre des mots dans une langue étrangère. Puis incrédulité, comme si quelqu'un venait de lui dire que la gravité était facultative. Puis quelque chose s'approchant de la panique lorsque les implications le frappèrent. Je suis désolé, interrompit Bradley. Actionnaire majoritaire? Il doit y avoir une erreur. Patricia Wells prit la parole. Elle avait gardé ce secret pendant 15 ans, et je pouvais voir le soulagement sur son visage alors qu'elle pouvait enfin dire la vérité. Il n'y a pas d'erreur. Bradley
Nathan possède 85% de l'entreprise par le biais du trust familial. Ashford établi en 1987. La pièce devint complètement silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber dans le couloir. Richard Sterling, qui siégeait à notre conseil depuis 12 ans, se pencha en arrière sur sa chaise et commença à rire. Eh bien, je serai damné. Cela explique beaucoup de choses. C'est impossible, dit Bradley, sa voix s'élevant. J'aurais été informé de cela lors de mon embauche. La diligence raisonnable aurait révélé cela. Non, dis-je calmement. Vous n'auriez pas été informé. La structure du trust empêche spécifiquement la divulgation, sauf dans certaines circonstances. Comme lorsque l'actionnaire majoritaire estime que la direction cause un préjudice matériel à l'entreprise. Margaret Hunt, notre conseillère juridique, hocha la tête. Je me souviens avoir examiné la charte lorsque j'ai rejoint le conseil. Je me suis toujours interrogé sur cette clause. Mais j'ai supposé que c'était juste un langage standard. Ce n'est pas standard, dit James. C'est très spécifique. Et il est correctement invoqué. Je me levai et me dirigeai vers le tableau blanc où James avait installé mes supports de présentation. Au cours des 8 derniers mois, cette entreprise a connu un déclin significatif, à travers plusieurs indicateurs de performance clés. J'ai passé en revue les chiffres méthodiquement. Chaque graphique, chaque diagramme, chaque résultat d'enquête brossait le même tableau. Le leadership de Bradley n'était pas seulement inefficace, il était activement destructeur. Déclin des revenus de 8% dans un marché en croissance, ai-je poursuivi. Nous aurions dû croître de 12% selon les tendances de l'industrie. C'est un écart de 20 points dans la mauvaise direction. Paul Anderson, notre membre du conseil d'administration, chargé des finances, prenait des notes. Nathan, ces chiffres sont-ils exacts? Patricia peut les confirmer. Elle a suivi tout cela. Patricia acquiesça. Chaque chiffre que Nathan présente provient directement de nos rapports internes. J'ai documenté le déclin depuis le 4e mois du mandat de Bradley. Pourquoi ne nous avez-vous pas informés? Demanda Linda Foster. J'ai essayé, dit Patricia. J'ai envoyé 3 notes de service distinctes à Bradley, demandant un examen des indicateurs de performance par le conseil. Il m'a dit qu'il était prématuré de paniquer et que les tendances s'inverseraient. Bradley devenait défensif. Écoutez, toute transition majeure implique des revers temporaires. On ne peut pas juger 8 mois de leadership sur des fluctuations à court terme. Vous avez raison, dis-je. On ne peut pas juger le leadership uniquement sur les chiffres, mais on peut le juger sur les décisions. Je passais à la diapositive suivante. Voici une chronologie des décisions majeures prises au cours des 8 derniers mois. Mois 1. Déménagement du personnel senior vers des bureaux plus petits sans consultation. Mois 2. Réduction des budgets de conseil et de formation de 40%. Mois 3. Externalisation du service client. Licenciement de 23 employés. Mois 4. Annulation des programmes de reconnaissance des employés. Mois 5. Suppression du pique-nique annuel et de la fête de fin d'année. Mois 6. Restructuration des plans de commission, réduisant la rémunération de l'équipe de vente. Mois 7. Mise en place de nouveaux protocoles d'efficacité qui ont augmenté la bureaucratie. Mois 8. Licenciement d'un consultant senior sans l'approbation du conseil d'administration. Chacune de ces décisions, ai-je continué, a été prise unilatéralement, sans l'avis du conseil, malgré notre gouvernance d'entreprise exigeant l'approbation du conseil pour les changements de politique majeure. Thomas Gray avait l'air mal à l'aise. Bradley, est-ce exact? Vous n'avez pas obtenu l'approbation du conseil pour la décision d'externalisation? J'ai été autorisé à gérer les opérations quotidiennes, à
déclarait Bradley. Les opérations quotidiennes, oui, a dit Margaret Hunt. Mais les changements structurels majeurs nécessitent l'examen du conseil. C'est dans votre contrat de travail. La réunion se transformait en interrogatoire, et Bradley perdait rapidement du terrain. Je voyais Bradley paniquer, essayant de trouver un terrain stable dans une conversation qui lui échappait rapidement. Mais je n'avais pas fini. Il y a autre chose, dis-je, cliquant sur ma dernière diapositive. Ce matin, j'ai été licencié de mon poste, prétendument en raison d'une suppression de poste. Mais, selon mon contrat de consultant, la résiliation nécessite l'approbation du conseil d'administration pour toute raison autre qu'une faute grave. Le visage de Thomas Gray pâlit. Bradley, vous n'avez pas obtenu l'approbation du conseil pour ce licenciement. Je ne pensais pas en avoir besoin pour un poste de consultant, dit Bradley. Mais sa voix tremblait. Vous l'avez fait, confirma Patricia. C'est spécifiquement décrit à la section 12 de son contrat. J'ai aidé à le rédiger. Margaret Hunt feuilletait des documents sur sa tablette. Selon nos règles de gouvernance, toute résiliation de personnel au-dessus du niveau 2 directeur nécessite un vote du conseil. Les postes de consultant au niveau 2 Nathan se qualifie certainement. Donc, non seulement Bradley a apporté des changements non autorisés à la structure de l'entreprise, poursuivis-je, mais il a également violé mon contrat de travail et les procédures de gouvernance d'entreprise. Bradley se leva brusquement. Écoutez, Nathan, je pense que nous pouvons arranger cela. Peut-être que le licenciement était prématuré. Nous pouvons discuter d'une réintégration. En fait, Bradley, la réintégration n'est plus vraiment le problème. Le silence retomba dans la pièce. Je pouvais sentir la tension monter. Avec effet immédiat, j'exerce mes droits en tant qu'actionnaire majoritaire pour destituer Bradley Hutchinson de son poste de directeur général d'Ashford Manufacturing Corporation. Si la pièce était silencieuse auparavant, elle était maintenant comme un tombeau. Personne ne bougea. Personne ne respira. Le visage de Bradley passa par environ 6 expressions différentes en 10 secondes. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un contrat. J'ai des droits. James Morrison s'avança avec un autre document. Votre contrat inclut une clause de résiliation qui s'applique lorsque vous êtes destitué pour motif. La rupture du devoir fiduciaire constitue un motif en vertu du droit des sociétés de l'Illinois. C'est insensé, dit Bradley, sa voix se brisant. J'ai essayé de moderniser cette entreprise, de la rendre compétitive. Vous êtes tous coincés dans le passé. Moderniser. Je me levai, et pour la première fois de toute cette réunion, je laissai transparaître ma colère. Appelez-vous moderniser le fait de licencier des employés loyaux? Appelez-vous compétitif le fait de détruire les relations clients? Appelez-vous rester coincé dans le passé le fait d'aliéner notre personnel? Richard Sterling intervint. Bradley, je suis dans les affaires depuis 30 ans. Ce que vous avez fait n'est pas de la modernisation. C'est simplement de la mauvaise gestion. Les chiffres ne mentent pas, ajouta Paul Anderson. Notre rentabilité est en baisse malgré les réductions de coûts. C'est l'inverse de ce qui devrait se produire. Bradley ramassait ses papiers, mais ses mains tremblaient. C'est une erreur. Vous allez ruiner cette entreprise avec cette façon de penser. Archaïque. Peut-être, dis-je, mais ce sera mon entreprise à ruiner. Linda Foster leva la main. Nathan, en supposant que vous preniez le contrôle, quel est votre plan immédiat? C'était une question juste, et j'y pensais depuis des mois. La première priorité est la gestion des dégâts. Nous allons annuler les licenciements. Chaque personne que Bradley a licenciée retrouvera son emploi si elle le souhaite.
D'après les entretiens de départ, j'estime que 18 des 23 reviendront. Cela va coûter environ 1,1 million de dollars par an, calcula Paul. De l'argent que nous avons, confirma Patricia. Nos réserves de trésorerie peuvent le supporter. Et franchement, les gains de productivité compenseront les coûts dans les 6 mois. Deuxièmement, poursuivis-je, nous allons réintégrer le service client en interne. Le contrat du centre d'appel de Phoenix a une clause de résiliation de 30 jours. Nous aurons nos gens de retour d'ici la fin du mois. Qu'en est-il des coûts d'installation, demanda Thomas. Nous avons gardé les tâches du service client. Bradley voulait le convertir en entrepôt, mais j'ai convaincu les services généraux d'attendre. Tant mieux. Margaret prenait des notes. Qu'en est-il des clients que nous avons perdus? J'ai déjà contacté 2 des 3. Henderson Industries et Midwest Manufacturing sont prêts à discuter d'un retour si nous pouvons démontrer des niveaux de service améliorés. C'est 32 millions de dollars de revenus annuels que nous pouvons potentiellement récupérer. Bradley était toujours là, l'air de quelqu'un à qui on vient d'annoncer que le Père Noël n'existait pas. Vous faites une erreur. Le marché a changé. Vous ne pouvez pas gérer une entreprise comme si c'était 1995. Vous avez raison, dis-je. Ce n'est pas 1995. Mais ce n'est pas non plus 2008, quand tout le monde pensait que tout couper était une bonne affaire. Nous sommes en 2024. Et ce qui compte maintenant, ce sont les relations, la qualité et le respect des gens. Paul Anderson se pencha en avant. Nathan, qu'en est-il du leadership à long terme? Envisagez-vous de rester PDG? PDG par intérim, corrigez-je. Je dirigerai les choses pendant 90 jours pendant que nous trouverons un leadership permanent. Honnêtement, je pense que Patricia devrait être notre prochaine PDG. Elle est ici depuis 15 ans, connaît l'entreprise de fond en comble et a le respect de nos employés. Patricia eut l'air surprise. Nathan, j'apprécie, mais pensez-y, dis-je. Pas de pression. Mais vous faisiez de toute façon la moitié du travail de PDG pendant que Bradley était, eh bien, Bradley était Bradley. Le vote formel fut rapide. 7 membres du conseil d'administration, décision unanime de destituer Bradley Hutchinson de son poste de PDG et de m'installer en tant que PDG par intérim, avec effet immédiat. Bradley se dirigea enfin vers la porte. C'est une erreur, dit-il une dernière fois. Vous le regretterez. Peut-être, dis-je. Mais au moins, je le regretterai avec mes propres décisions, pas celles de quelqu'un d'autre. Après son départ, la pièce se détendit pour la première fois depuis des heures. Richard Sterling se mit à rire. Nathan, je dois demander, depuis combien de temps planifiez-vous cela? Planifier quoi? Me faire virer? Ce n'était pas prévu. Non. Je veux dire, la révélation dramatique. La propriété secrète, tout. Ça. J'y ai réfléchi. Honnêtement, j'attendais depuis 8 mois de voir si Bradley me donnerait tort. S'il avait montré qu'il se souciait de nos employés, de notre culture, de notre succès à long terme, je l'aurais soutenu complètement. Et quand avez-vous su qu'il ne le ferait pas, demanda Linda. Le 3e mois. Quand il a licencié Martha Henderson du service comptable. Elle était avec nous. Depuis 23 ans, n'avait jamais manqué un jour, connaissait tous les comptes clients par cœur. Il l'a virée pour économiser 48 000 dollars par an, et l'a remplacée par quelqu'un qui gagnait 35 000 dollars et qui avait besoin de 6 mois de formation. Patricia acquiesça. Je me souviens de ça. Martha a formé sa propre remplaçante, même si elle savait qu'elle allait être licenciée. C'est là que j'ai su que Bradley ne comprenait pas ce que nous étions, dis-je. Ce n'est pas juste une entreprise, c'est une communauté.
On ne jette pas 23 ans de loyauté pour économiser de l'argent qu'on n'a même pas besoin d'économiser. La réunion s'est terminée avec la logistique, la stratégie de communication, la planification de la transition, les priorités immédiates, des choses corporatives standards, mais c'était différent maintenant. On avait l'impression de planifier la réparation de quelque chose au lieu de gérer le déclin. Alors que tout le monde sortait, Patricia est restée. Nathan, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu plus tôt? Vous auriez pu arrêter tout ça il y a des mois. J'ai regardé par la fenêtre. La ligne d'horizon de Chicago. Parce que je voulais me tromper sur Bradley. Je voulais qu'il réussisse. Parfois, les bonnes personnes prennent de mauvaises décisions, ai-je poursuivi. Je pensais que Bradley avait juste besoin de temps pour comprendre notre culture. Peut-être qu'il verrait que bien traité les gens n'est pas seulement une question de morale. C'est une bonne affaire. Patricia s'assit en face de moi. Et quand avez-vous réalisé qu'il ne le ferait pas? Quand il a annulé les primes de Noël en décembre dernier. Il a dit que nous devions gérer les flux de trésorerie plus efficacement. Nous avions 125 millions de dollars de réserve, Patricia. Ces primes nous ont coûté 340 000 dollars au total. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de pouvoir. Elle acquiesça. Beaucoup de gens ont été vraiment blessés par cela. Je sais. Et c'est de ma faute de ne pas avoir agi plus tôt. Le lendemain matin, la nouvelle s'était déjà répandue dans le bâtiment. À 8 heures, 20 journalistes étaient dans notre hall, posant des questions sur la révélation de la propriété secrète. Le Chicago Tribune a mis l'histoire en ligne à 10 heures, avec le titre « L'héritier familial prend le contrôle après un coup d'État au conseil d'administration ». Mais honnêtement, l'attention des médias n'était pas ce qui comptait pour moi. Ce qui comptait, c'était le message que j'ai reçu de Danny Reynolds à 7h30, Monsieur Ashford, j'ai appris la nouvelle. Merci de vous être battu pour nous. Ce message signifiait plus que n'importe quel article de journal. Ma première semaine en tant que PDG par intérim a été intense. J'ai passé la majeure partie à défaire les changements de Bradley et à gérer les retombées. La transition du service client a pris 3 semaines au lieu des 2 prévues, car notre entrepreneur de Phoenix a tenté de nous tenir à une période de préavis de 90 jours. James Morrison a dû menacer d'intenter une action en justice pour qu'il respecte la clause de 30 jours. Mais les rappels d'employés se sont déroulés plus facilement que prévu. Sur les 23 personnes que Bradley avait licenciées, 19 voulaient revenir. Les 4 qui ne l'ont pas fait avaient déjà se raclé la gorge trouvé d'autres emplois dont ils étaient satisfaits, ce que j'ai respecté. Martha Henderson du service comptable a été la première à accepter. Monsieur Ashford, a-t-elle dit quand je l'ai appelé personnellement, je n'aurais jamais pensé revenir. Eh bien, vous ne revenez pas seulement, Martha. Je vous promeux au poste de superviseur comptable. C'est une augmentation de 12 000 $ et vous formerez les nouvelles personnes que Bradley a embauchées. Je l'ai entendu pleurer à l'autre bout du fil. Merci. Cela signifie tout pour ma famille. C'est là que j'ai su que nous faisions ce qu'il fallait. Les chiffres ont commencé à s'améliorer presque immédiatement. Les évaluations du service client ont augmenté de 15% le premier mois, simplement en ayant nos propres employés de retour. Henderson Industries a accepté de reprendre son contrat après une visite sur site où ils ont rencontré notre équipe de service client rétabli. Cela représentait 18 millions de dollars de revenus annuels de nouveaux inscrits dans les livres. Midwest Manufacturing a pris plus de temps à convaincre, mais ils sont également revenus après que nous ayons démontré 2 mois de métriques de performance améliorées. Un autre 14 millions de dollars par an. Au 3e mois,
nous étions en avance sur nos projections de récupération. Le chiffre d'affaires avait augmenté de 12% par rapport au point bas de Bradley, nous plaçant seulement 3% en dessous de notre ligne de base historique. Plus important encore, les enquêtes de satisfaction des employés ont montré une amélioration de 28% par rapport à l'ère Bradley. La réunion du conseil d'administration où nous avons discuté de la succession permanente du PDG a probablement été la décision d'entreprise la plus facile à laquelle j'ai jamais participé. Patricia Wells a été le choix unanime. Elle faisait de toute façon le travail. Bradley lui avait délégué la plupart des décisions opérationnelles, pendant qu'il se concentrait sur des initiatives stratégiques qui impliquaient généralement de couper quelque chose. Patricia, lui ai-je dit lors de sa réunion d'offres officielle, vous avez gagné ce poste 10 fois. La question est de savoir si vous le voulez. Elle a souri. Nathan, je voulais réparer cette entreprise depuis 8 mois. Maintenant, j'en ai enfin la chance. Son premier jour en tant que PDG fut 6 mois après le licenciement de Bradley. Je suis passé au poste de président du conseil d'administration, ce qui me convenait honnêtement mieux. Je pouvais me concentrer sur la stratégie à long terme et les questions d'héritage familial sans m'enliser dans les opérations quotidiennes. Bradley, d'ailleurs, a trouvé un poste dans un cabinet de conseil à Dallas. J'ai entendu dire par des contacts de l'industrie qu'il allait bien. Pas de rancune de mon côté. Certaines personnes ne sont tout simplement pas adaptées à certaines situations. Environ 1 an plus tard, je nettoyais le vieux bureau de mon père quand j'ai trouvé une lettre qu'il avait écrite mais jamais envoyée. Elle m'était adressée, datée de 3 jours après l'embauche de Bradley. Nathan, lisait-on, j'espère que j'ai pris la bonne décision en démissionnant. Cette entreprise est votre héritage, mais plus que cela, c'est votre responsabilité. Je vous fais confiance pour savoir quand agir et quand attendre. Votre grand-père a bâti quelque chose de spécial ici. Ne laissez personne le détruire, même s'ils ont de bonnes intentions. Je suis resté là, lisant cette lettre 3 fois. Mon père le savait. Peut-être pas les détails, mais il avait pressenti que Bradley ne fonctionnerait peut-être pas. Et il m'avait fait confiance pour gérer cela. Au moment où j'écris ces lignes, 18 mois se sont écoulés depuis ce mardi où la sécurité m'a raccompagné. Ashford Manufacturing se porte mieux que jamais. Le chiffre d'affaires a atteint 920 millions de dollars l'année dernière, soit une augmentation de 18% par rapport au dernier chiffre de Bradley. Nous avons embauché 240 nouveaux employés. La satisfaction de la clientèle est à son plus au niveau historique. Plus important encore, les gens veulent à nouveau travailler ici. Notre taux de rétention des employés est de 94%, contre 67%. Sous le mandat de Bradley. Le pique-nique annuel des employés l'été dernier a rassemblé plus de 1800 personnes, familles comprises. Patricia a prononcé un discours sur le retour à nos racines, et honnêtement, il n'y avait pas un œil sec dans la foule. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. Le pouvoir n'est pas le titre sur votre porte ou la taille de votre bureau. C'est savoir quand l'utiliser et quand le retenir. Pendant 8 mois, j'ai regardé quelqu'un prendre des décisions qui ont blessé des gens qui me tenaient à cœur. J'aurais pu arrêter cela dès le premier jour, mais je voulais donner à Bradley toutes les chances de réussir. Peut-être était-ce naïf. Peut-être aurais-je dû agir plus tôt. Mais je pense qu'il y a de la valeur dans la patience, à laisser les gens prouver qui ils sont vraiment avant de les juger. La meilleure vengeance n'est pas de faire payer quelqu'un pour ses erreurs. C'est de réparer ce qu'ils ont cassé et de s'assurer que cela ne se reproduise plus. Bradley Hutchinson m'a enseigné cette leçon, bien que je doute qu'il l'ait voulu. Parfois, les meilleurs professeurs sont ceux qui vous montrent exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ces jours-ci,
Je passe la plupart de mon temps à penser à la prochaine génération. Patricia fait un excellent travail en tant que PDG. Mais elle a 51 ans. Nous devons commencer à planifier l'avenir, à construire une réserve de leadership qui pourra faire avancer cette entreprise pendant 60 ans. De plus, mon grand-père serait fier, je pense. Il a construit quelque chose qui a survécu à sa paranoïa, à la prudence de mon père, à ma patience et à l'ambition de Bradley. Ce n'est pas de la chance. Ce sont de bonnes fondations. Et les bonnes fondations durent éternellement, tant que quelqu'un est prêt à les protéger.